tiens, j'entends de la musique. Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va vous partager des astuces pour être des bons communicateurs avec notre expert Maxime Lay. On va aussi parler de cinéma avec une jeune actrice qui a remporté, son groupe et elle, je devrais dire, a remporté un prix dernièrement. On va aussi parler avec une représentante du CALAC. C'est pas venue seule, Gabrielle Pelletier, que vous connaissez. Elle n'est pas venue seule. Elle s'est faite accompagner par une autre personne que vous allez découvrir avec moi. Et on va parler avec ces dames-là d'un événement qui arrive très bientôt pour le 23 mai. Et tout de suite, pour commencer, je discute avec une dame qui va illuminer vos écrans parce que je lui ai dit tout à l'heure que je la trouvais super belle. Il s'agit de Aline Nizigama, qui est la PDG de YWCA Canada, qui a remporté dernièrement, ça sera pour plus tard, mais qui a été finaliste pour le prix Saphir cette année. Déjà, merci d'accepter de me parler ce matin. Et première chose que j'ai envie de discuter avec toi, Aline, je me permets de te tutoyer, c'est vraiment de savoir comment ton parcours t'a mené à devenir la présidente directrice générale de cet organisme-là. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette opportunité de discuter. Vous êtes rayonnante aussi. Merci beaucoup. Et j'apprécie le compliment. En effet, c'était un parcours très intéressant et atypique. Je suis originaire du Burundi, comme certains peuvent le savoir. Je suis née au Rwanda, dans une petite ville qui s'appelle Gisenyi. J'ai grandi là-bas 3 ans. Mais je suis originaire du Burundi. Mes parents viennent de là-bas. Et j'ai évolué à cause des événements qui sont passés au Burundi. On a dû quitter le Burundi. On a évolué. J'ai vécu en Afrique de l'Ouest. Et puis, aux États-Unis, finalement, j'ai atterri comme réfugiée. Et tout ça a un peu contribué un tout petit peu à former ma personnalité, mes valeurs, mon identité. Et du coup, je me suis retrouvée à vraiment être intéressée par tout ce qui a à faire avec les services sociaux. Quand je me suis retrouvée au Canada en 2006, j'ai vraiment décidé de continuer avec des études qui étaient un peu axées sur le service social, la politique publique. J'ai une maîtrise en politique publique. Et ma première histoire tout à fait rigolote, ma première opportunité de travail était comme assistante en recherche à YWCA Canada, donc c'est-à-dire le siège. Oui. Donc j'ai commencé vraiment avec des postes comme ça, tout doucement. J'étais embauchée à temps partiel. J'étais très intéressée par le féminisme. Ma mère a été une grande inspiration pour moi, à son implication communautaire. Je viens d'une famille très engagée au pays et j'étais très intéressée par une étude qu'il faisait sur l'itinérance des femmes. Et là, on m'a embauchée à temps partiel et j'ai adoré. Ça fait partie vraiment de découvrir ce que c'était les droits, la lutte pour les droits des femmes, la lutte pour l'équité au Canada et comment ça pouvait se rallier, ça ressemblait à ce que j'avais vécu moi-même, à ce que j'ai vu ma mère traverser, des femmes dans ma vie traverser, pouvoir mettre un nom à cela. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai été promue dans un autre poste de gestionnaire de projet. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ce que c'est, la YWCA. C'est le bureau national d'une fédération de 29 associations membres à travers le Canada. Nous sommes dans 9 provinces et 2 territoires. Donc, il y a une YW, pas YN. Nous sommes frères et sœurs, mais nous sommes la Y des femmes. Et nous sommes connus plus comme étant le plus grand fournisseur de logements pour les femmes et les familles qui fuient la violence, le deuxième plus grand fournisseur de services de garde pour enfants, le plus grand fournisseur ou de réseau d'emploi et d'employabilité, à tout genre confondu au Canada, et d'autres services un peu liés à cela. Donc, c'est pas mal un gros organisme. Et moi, je suis la représentante nationale, je gère une équipe qui fournit des services aux membres et qui eux, fournissent ces services directs à la communauté.
Et nous sommes dans la recherche, le plaidoyer, le rayonnement même de ce mouvement au niveau national. Donc, mon parcours, aussi comme vous l'entendez, je suis francophone, je viens d'un pays francophone, a pas mal été aussi axé sur la francophonie. Avant d'atterrir ici, j'étais avec le Centre francophone du Grand Toronto, qui est un grand centre qui fournit des services à cette communauté dans le Grand Toronto. J'ai occupé d'autres postes dans le secteur public. Donc, quand j'ai commencé en tant que assistante en recherche, j'ai évolué. Je suis restée ici 4 ans. J'ai eu mon premier enfant. Je suis maman de 2 enfants. Puis, j'ai évolué vers le public car mon éducation me portait vers là-bas. Et après, ça m'a manqué. Je suis revenue quand il y a eu cette opportunité parce que j'étais vraiment... Tout mon engagement communautaire je vais te garder avec moi, Aline. On va prendre une pause. Et juste après la pause, de tout ce que tu as pu me raconter, là, j'ai 2-3 petites questions pour toi. Je te garde avec moi. De retour à Tout savoir, on va continuer notre belle discussion avec Aline Nizigama, qui a été heureuse finaliste au prix Saphir, et elle est aussi présidente directrice générale du YWCA. Elle nous partageait un peu en fait l'historique qui l'a menée jusqu'à ce poste-là. Et 2 choses que j'ai pu retenir. La première, c'est la résilience. La résilience et le fait d'accepter de commencer au bas de l'échelle, je pourrais le dire ainsi, pour pouvoir gravir les échelons. Et je vois aussi beaucoup de passion par rapport à qu'est-ce que tu fais. Et je pense que c'est la passion qui t'a poussé à aller où est-ce que tu es aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est 2 mots qui m'accompagnent pas mal, la passion et la résilience. La résilience, de par le fait de ce que j'ai observé, comme je l'ai partagé, ma mère est une grande source d'inspiration pour moi. Et au pays, j'ai pu l'observer, comment elle a commencé au bas de l'échelon, toute seule, et a essayé d'affronter un système qui n'était pas nécessairement fait érigé pour les femmes, où elle a essayé de commencer un business dans la vente de boissons, et qu'il n'y avait rien. Elle a dû faire face à la justice, faire face à une communauté qui était toujours conservatrice, et ça l'a pas arrêté. Comme elle avait des enfants, une famille à nourrir, et comment elle s'est lancée là-dedans, et comment elle a persévéré, et comment elle avait toujours la joie et la passion d'aider les gens. Donc pour moi, c'était une grande source d'inspiration qui m'a lancée dans ce secteur, si je peux dire, féministe, et qui s'occupe vraiment, qui est axé sur les femmes. Et la passion, c'est que même si c'est du travail très difficile, quand on parle des défis sur lesquels on travaille, à savoir la violence faite aux femmes, la violence basée sur le genre, la pauvreté, l'itinérance, le racisme, la discrimination, toutes sortes de l'oppression. On sait que c'est des sujets très difficiles, mais c'est pas pour autant que on doit perdre le courage. Moi, je tiens vraiment à rester positive, à dire qu'on peut y arriver ensemble. C'est pour ça que je suis dans une fédération qui vraiment rassemble toutes sortes de forces et de savoir et de connaissances et d'expériences pour pouvoir aborder ces grands défis qui sont avec nous depuis la nuit des temps, je sais, mais il y a toujours de l'espoir de pouvoir créer un avenir meilleur. Donc, ces 2 choses sont très, très importantes. Il faut rester persévérante dans la lutte. Et je pense que c'est quelque chose qui va se transmettre aux générations futures. Je ne vais même pas aller loin, je vais parler, tu viens de mentionner tes 2 enfants, je vais parler de tes enfants, mais en te voyant faire, là, c'est sûr qu'il y a un impact qui va se faire. Absolument, moi j'y crois fermement. J'ai partagé, je suis maman de 2 petits, un garçon de 9 ans, très vibrant, j'aime le dire, et une petite fille qui s'appelle Simone de 5 ans, qui elle est un peu plus réservée, mais elle est toujours aussi rayonnante. Donc ces 2, et elles sont une très grande raison pour laquelle je fais ce que je fais. J'ai aussi 2 belles filles qui sont adultes et qui sont dans mon entourage aussi, et c'est pour tout ce groupe que vraiment je fais ce que je fais. Je vis avec ma mère aussi, j'ai vraiment le privilège de m'occuper d'elle, donc je suis dans cet environnement
générationnelle, multiculturelle. Même, mon mari, il vient de France, il est français de France. Et tout ce beau monde ensemble fait de moi que je suis toujours sur mes pieds tous les jours. Mais c'est vraiment pour créer un monde où on peut parler de tout ça, toutes ces différences, mais aussi toutes les choses que nous avons en commun, que ce soit entre les générations, mais entre les cultures, et d'avoir cette richesse à la maison. Et ma fille et mon garçon ont été très impliqués, même jusqu'à l'entrevue que j'ai passée pour obtenir ce poste. Je les ai vraiment impliqués. Ils faisaient partie de la diapo que j'avais présentée, que j'avais préparée, où je parlais de moi. Qui suis-je? C'est quand on fait des entrevues, des gens ne connaissent pas vraiment, et tu as 1 heure pour pouvoir dire qui tu es. Et ça, c'était les parties les plus importantes de ma vie. Donc, je parlais de ma mère, je parlais de mes enfants. Ils m'avaient aidé à décider de ce que j'allais porter. Ma fille aime beaucoup le rose. C'est pour elle que je mets aussi toutes ces couleurs. Et donc, du coup, c'est vraiment pour lui montrer comment les femmes s'impliquent, et comment être intentionnel dans le monde qu'on veut créer, qu'on veut laisser derrière nous. Et je crois que ça marche. Ils sont très fiers de voir leur maman dans ce rôle. Je sais qu'ils en parlent beaucoup à l'école. J'ai déjà eu des questions. Ils sont dans une école francophone à Toronto. Et c'est vraiment quelque chose de se sentir dans ce rôle de modèle pour ses enfants. Je trouve que c'est vraiment un grand privilège. Alors moi, je veux revenir sur les différents enjeux que tu as mentionnés tout à l'heure. Il y en a beaucoup et comme tu l'as dit, ils existent depuis la nuit des temps, mais peu importe le pas qu'on fait, on va quelque part. C'est quoi les initiatives et projets sur lesquels vous travaillez qui vous aident vraiment à, je vais dire, à décharger ces personnes-là qui vivent tous ces défis? Oui, non, c'est une grande question. Donc, notre fédération, comme je l'ai annoncé, sur le terrain, fournit de grands services de logement, des services d'employabilité, des services de garde. Okay. Nous, au niveau national, nous nous occupons de faciliter ce travail-là sur le terrain, mais nous faisons aussi le lien avec le plaidoyer que nous devons faire au niveau politique, au niveau de la sensibilisation, de l'éducation, de la recherche. Et dans ce secteur-là, nous avons énormément d'initiatives, que je peux en citer certaines. Nous avons un fonds d'aide d'urgence pour les femmes survivantes de la violence qui essaient de quitter, parce que nous savons, les statistiques montrent que c'est quand les femmes ou les personnes dans des situations de violence, quand c'est au moment où on se décide à quitter, à partir, que ça devient le plus dangereux. Et souvent, il est question de finances, il est question de moyens, comme où est-ce que je vais aller, comment je vais partir. Ouais. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un financement de la fondation Slate, pour pouvoir lancer un fonds où on donne de l'argent, et c'est vraiment, on a baissé les barrières sur comment accéder à cet argent. On pose très peu de questions, on travaille avec nos organismes sur place pour aider les personnes à fuir. Est-ce que c'est un taxi qu'il faut prendre? Est-ce que c'est un refuge pour payer une chambre d'hôtel pour pouvoir quitter cette situation de violence et arrêter ce cycle, et puis pouvoir aider les femmes. Donc ce fonds est très très important. Nous travaillons aussi sur l'accès à l'emploi et l'équité dans les milieux de travail. Nous avons plusieurs programmes qui sont axés là-dessus, où nous sommes dans la sensibilisation. Nous travaillons directement avec de grandes compagnies dans le privé pour pouvoir sensibiliser sur comment outiller et aider les gens et créer des environnements où les femmes peuvent contribuer et peuvent se sentir à l'aise et peuvent se sentir valorisées pour pouvoir contribuer à la société. Wow. Nous avons aussi un grand projet qui s'appelle Bloquons la haine, qui est axé sur la nature genrée de la haine en ligne. Donc la haine qui est facilitée par la technologie sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, et comment les femmes sont particulièrement, surtout quand elles sont dans l'œil public, le regard public, par exemple comme vous l'êtes, vous, en politique, à la télé, dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce que les femmes font face à une haine particulièrement virulente et sexiste. Nous avons donc axé une recherche communautaire
qui voulait interviewer les survivantes sur quelles solutions elles proposeraient. Et ce projet-là, nous en sommes très, très fiers. Ça nous a permis d'en parler directement, d'engager le gouvernement fédéral là-dessus. Il va nous rester 1 minute 30. Ah bah oui, merci. Donc, ces deux projets sont vraiment énormes et j'en suis énormément fière. Et donc, c'est plusieurs initiatives qui sont faites pour pouvoir aider et la communauté, la société, mais aussi les femmes qui sont dans ces situations. Et aussi, ces initiatives-là, je vois qu'elles sont accessibles sur votre site Internet pour les gens qui ont envie d'en savoir un peu plus. Donc, vous avez le site Internet qui passe à l'écran. Alors, avant de te laisser aller, Aline, en quelques 45 secondes, dis-nous, lorsque tu as reçu cette nomination pour, je vais dire, retrouver ces femmes finalistes-là pour l'engagement communautaire cette année pour le prix Saphir, comment tu t'es sentie? Bon, c'était un énorme, c'est un honneur de faire partie des finalistes. C'était le couronnement d'un peu du parcours que je fais dans la communauté, j'en ai peu parlé. Je fais partie d'une association de femmes du Burundi qui s'appelle Haguruka. Je siège aussi sur des CIA qui sont axés sur le logement des femmes. Et pour moi, c'était aussi mon implication dans la communauté francophone en Ontario. Et c'était vraiment un réel honneur de représenter des personnes qui me ressemblent, qui sont, on sait bien que le parcours n'est pas toujours facile. Et donc, on peut faire tout ce travail en étant antiraciste, en étant aussi en accent aussi sur la réconciliation avec les peuples autochtones, ça me tient à cœur. Mais garder la joie et la passion pour pouvoir inspirer les générations futures. Merci beaucoup, Aline. J'espère te rencontrer en personne, pourquoi pas peut-être à un de tes passages ici à Ottawa et te recevoir sur le plateau pour nous partager encore une fois ta passion. Et je t'envoie, je vais dire de gros bisous là parce que tu nous as donné envie d'en faire plus. Vraiment. J'adore les bisous. C'est ça qu'on dit là. Écoutez, les personnes passionnées, ça passionne tout le temps parce qu'ils sont passionnés, donc ils vous embarquent dans leur monde. En tout cas, merci beaucoup encore d'avoir accepté cette entrevue et puis au plaisir de se reparler. Merci. YWCA.ca, c'est le site Internet à visiter si vous voulez avoir les informations sur les projets et initiatives de cet organisme. Nous, on va prendre une pause et après la pause, prenez vos blocs-notes et vos stylos parce qu'on va vous apprendre 3 leçons clés pour mieux communiquer. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on va vous apprendre et je vais aussi apprendre 3 leçons clés pour mieux communiquer avec notre expert Maxime Lay, expert en communication. Et nos experts, ils ne font pas dans la dentelle, pardon. Il a même préparé un PowerPoint pour nous. Donc, prenez vos calepins, prenez vos stylos parce qu'on va commencer avec la première leçon que tu veux nous apprendre aujourd'hui, Maxime. C'est segmenter davantage les auditoires. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, premièrement, merci beaucoup de m'avoir encore une fois sur l'émission. Ça fait beaucoup plaisir d'être ici puis de parler de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la communication. Alors, vous l'avez mentionné, une des 3 leçons clés qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est effectivement de segmenter davantage les auditoires. Donc, à plusieurs reprises, je vois des entreprises, des organisations, des marchands, peu importe, qui essayent de communiquer à tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est dans un monde optimal, idéal, on veut communiquer à tout le monde. On veut que tout le monde sache que notre entreprise existe, qu'on vend des produits, qu'on a des projets à financer, peu importe. Mais ce n'est pas nécessairement la façon la plus efficace de rejoindre tout le monde. C'est impossible. Impossible. Donc, comment faire? Il faut d'abord segmenter davantage les auditoires. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter les auditoires? Eh bien, c'est une façon d'identifier les publics qui seront les plus aptes ou les plus intéressés à ce que nous voulons communiquer, voulons vendre, peu importe. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait vraiment une analyse en plusieurs temps et on segmente et donc on identifie nos auditoires par quelques caractéristiques. Soit les caractéristiques démographiques, donc leur âge,
nationalité, culture, orientation sexuelle, peu importe. Sinon, on peut les segmenter par géographie. Est-ce qu'on veut rejoindre tous les gens au Canada ou est-ce qu'on veut rejoindre les gens qu'à Ottawa? Il y a une différence. Oui. On peut aussi segmenter par psychologie. Alors, comment est-ce que nos auditoires pensent? Est-ce qu'ils aiment plutôt les couleurs vivaces ou est-ce qu'ils aiment plutôt les couleurs neutres? Mais tout ça, ça a un impact sur nos communications. On peut enfin aussi segmenter par comportement. Donc, les gens qu'on veut cibler, est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent pour dépenser sur quelques produits ou est-ce qu'ils veulent réserver leur argent? Est-ce qu'ils sont des gens qui sont prêts à avoir des ateliers gratuits ou est-ce que c'est des gens qui sont prêts à avoir des ateliers où on peut payer une petite somme? Donc vraiment, il y a plusieurs façons de segmenter un auditoire, mais la leçon clé de segmentation, c'est de vraiment cibler les auditoires qui seront les plus intéressés à ce que nous voulons communiquer. Alors, comment quelqu'un qui écoute cette première leçon-là peut la mettre en pratique? Parce que je vais créer un produit, je ne sais pas exactement, par exemple, pour mon marketing digital, c'est quoi la couleur qui sera celle-là qui va attirer mon public cible? Donc, comment je fais ça? Oui, donc c'est un processus assez de longue haleine. Mais on va voir l'expert pour ça. Ça commence vraiment aussi à connaître qui vient déjà nous rencontrer, où on vend nos produits, nos services, etc. Okay. Si on a une idée de qui vient acheter nos produits, utiliser nos services, bien là, on sait déjà un petit segment de la population que nous pouvons déjà rejoindre. Okay. Et à ce point-là, on peut leur demander à eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Si on change ceci, est-ce que ça va faire une différence dans dont vous allez approcher notre compagnie, etc. Je comprends mieux. Alors, on passe à la leçon numéro 2. Identifier les tactiques de communication appropriées à notre organisme, notre entreprise, à notre business. Effectivement. Je ne sais pas si vous pouvez mettre une diapo sur l'écran, mais ici, l'idée d'utiliser les tactiques appropriées, c'est très important pour sauver le temps et les ressources de notre organisation. OK. Parce que, encore une fois, oui, on veut communiquer avec tout le monde, mais différentes personnes, différents segments de la population vont être sur différents canaux de communication. C'est vrai. Et donc, pour les rejoindre, il faut identifier les tactiques qui vont mieux résonner avec eux. Et sur la prochaine diapo, on a ici une conceptualisation des communications stratégiques et tous les volets que vous voyez là, donc les volets rouges de production des produits de communication, le volet orange, l'engagement social, le volet marketing en bleu et le volet relations publiques en vert, tous eux autres contiennent des tactiques que l'on peut déployer pour rejoindre notre auditoire, mais pas chaque auditoire va répondre à ces tactiques de façon différente. Très vrai, oui. Donc, par exemple, si on a comme objectif de bâtir la réputation de notre organisation pour attirer plusieurs personnes à venir et à faire confiance à notre organisation, on veut peut-être déployer des tactiques de relations publiques comme faire des entrevues dans les médias, un peu comme ceci. C'est ça. Si on veut faire du marketing, donc plus côté vente, il y a différentes façons de faire du marketing. Il y a des publicités numériques et traditionnelles. Donc, si, mettons, notre public cible, ils étaient des personnes un peu plus âgées qui lisent les journaux. Donc là, on va installer une publicité dans un journal. Oui, c'est vrai. Au lieu de préciser une publicité dans le numérique comme sur Facebook. Ça ne va pas les rejoindre forcément. Voilà. Vous avez raison. Donc là, effectivement, on commence déjà à comprendre l'utilité d'identifier les tactiques appropriées, mais aussi, en amont, d'identifier les canaux et les publics que nous voulons rejoindre et comment les rejoindre. Tu nous en donnes beaucoup gratuitement, là. Merci beaucoup. Autre chose aussi, ça nous permet de ne pas, dans ce volet-là, dans la deuxième leçon, ça nous permet de ne pas gaspiller le temps et puis d'être vraiment effectif, comme on le dit. Parce qu'on sait où est-ce qu'on jette le filet. Oui, il faut faire en sorte, tu sais, dans cette ère de contraintes budgétaires que tout le monde vit, il faut vraiment maximiser nos efforts et nos ressources et miser sur les bonnes tactiques au lieu de dépenser de l'argent et l'énergie sur des tactiques qui seraient peut-être un peu moins efficaces, voire même inutiles. Bon, on va aller à la leçon numéro 3. Pour ne pas manquer de temps, personnaliser les messages et produits de communication. Et je pense que j'en ai déjà parlé avec une experte en marketing digital. Et puis, elle a tellement insisté dessus que je me suis dit, c'est tellement vrai. Parce que le message que je vais lancer, comme tu l'as dit tantôt, sur Facebook, ça ne sera pas le même que je vais mettre sur LinkedIn. C'est pas la même affaire. Exactement.
Donc maintenant aussi dans une ère où on a plusieurs plateformes numériques, par exemple, une des bonnes idées à faire, c'est d'avoir des messages clés généraux, mais qu'on va personnaliser sur chacune des plateformes, parce que chacune des plateformes a une base d'utilisateurs qui sont là pour des motivations différentes. Différentes, oui. Donc, sur Facebook, par exemple, on peut penser peut-être c'est une plateforme où on peut rejoindre la communauté, des monsieur, madame, tout le monde, les membres de la famille, des familles. Oui, sur Facebook, généralement, on trouve... C'est assez familial, oui. C'est assez familial. Alors, les messages qu'on veut mettre sur ça, c'est peut-être des messages qui vont mieux résonner avec des activités familiales. Mm-hmm. Mais par exemple, sur Twitter, c'est peut-être un peu plus, X comme on l'appelle maintenant, c'est peut-être un peu plus un média social où les gens sont très personnels. Hein? C'est très, on veut revendiquer de nos propres affaires. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour rendre notre message qui va interpeller la motivation individualiste de ceux qui utilisent X? Mm-hmm. Donc là, le message clé qu'on a peut-être utilisé sur Facebook, on va le retransformer et dire, vous voulez une activité le fun? Au lieu de dire une activité familiale ou peu importe, on va dire, voici une activité le fun qu'on peut faire gratuitement en tant qu'individu ou avec amis, venez rejoindre notre activité. Donc là, on personnalise le message davantage. Sur LinkedIn, par exemple, c'est complètement différent. Ça, c'est plus des professionnels. Oui. Alors là, on va faire appel à des messages de développement professionnel, beaucoup de marketing entre entreprises qui va se passer. Donc là, c'est complètement différent. Mais peu importe, reste à dire que l'essentiel en toute communication, dès que nous connaissons notre auditoire cible, dès que nous connaissons où cet auditoire cible va recevoir les messages, il va falloir d'abord personnaliser davantage nos messages clés avec des référents culturels, avec des indices que notre auditoire particulier va reconnaître et va vouloir accepter et aller de l'avant. Si je veux revenir sur la diapo numéro 1, où est-ce qu'on parle, laissez-moi regarder ça vite fait, segmenter davantage les auditoires. Je voudrais poser une question par rapport aux médias sociaux. Oui. Pratiquement tout le monde utilise les médias sociaux, organismes, entreprises, ils sont partout. Facebook, Instagram, Twitter, X, ils sont partout. Et là, quand tu parles de segmenter par caractéristiques démographiques et tout ça, ils peuvent aller regarder des statistiques Absolument. que les différents médias sociaux donnent. Ça peut aider. Il y a plusieurs analyses, il y a plusieurs ressources gratuites en ligne pour faire une analyse ou un peu dire quelle plateforme de médias sociaux c'est mieux, pourquoi. Alors là, il y a des ressources en ligne qu'on peut aller consulter, bien sûr. Et tous les conseils que tu viens de nous partager aujourd'hui, ils peuvent s'appliquer à n'importe quelle entreprise, organisme. En tout cas, tu nous as donné beaucoup, là. N'importe quoi. Donc, les concepts que j'ai apportés aujourd'hui sont fondamentaux en toute communication, que ce soit en spécialisation en sciences ou en santé, comme je le fais, ou en marketing de vente des patates. Là. Ça s'applique quand même. Partout. Merci beaucoup, Maxime. Et apparemment, on doit se revoir avant la fin mai. Ça me plairait là d'avoir une autre discussion intéressante comme ça avec toi sur la communication. Et moi, je vais inviter les gens qui nous regardent en ce moment à aller visiter le site Internet de notre expert en communication au www.leco.ca. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, leco.ca. Vous allez avoir accès à tous ces conseils. C'est sûr qu'il nous a donné de la matière, mais il faut toujours un expert pour se faire accompagner, sinon on ne peut pas tout faire. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec deux représentantes qui viendront nous parler d'un événement, du CALAC, qui viendront nous parler d'un événement qui arrive très bientôt, ce 23 mai. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, il faut que je le dise là. La dernière fois qu'on devait entrer en onde avec les représentants du CALAC, elles n'étaient pas seules, elles étaient venues avec Sol. Avec Sol et Sol n'était pas. Elle n'avait pas trop envie de venir sur le plateau, peut-être, je sais pas. Il y avait quelque chose. Puis on est arrivé un peu en tornade, là. Je me disais, aujourd'hui, on est un peu plus calme. Avec moi, Gabrielle Pelletier, qui est coordonnatrice communautaire au CALAC, qui est accompagnée de Suzanne Cloutier, qui est intervenante au service familial et counseling d'Ottawa, mais aussi qui siège sur le comité réseau d'Ottawa. Et vous êtes là pour parler dans le cadre du mois de la prévention des agressions sexuelles en Ontario. Oui. Une thématique qui n'est pas, j'imagine, facile à discuter à chaque fois parce que je dirais que c'est un peu votre quotidien de côtoyer ces survivantes-là. Oui.
Et de vivre un mois pareil, peut-être ça peut réveiller des... Bien, si je peux parler pour le Calax, je pense qu'il faut regarder ce mois-là comme une opportunité d'aller rencontrer les groupes, d'en parler dans des espaces publics, de s'activer sur les médias sociaux, puis de vraiment de s'assurer que c'est pas un sujet qui est tabou. De s'assurer que c'est un sujet qu'on déstigmatise, puis qu'on met sur la place publique, puis qu'on dit c'est important qu'on en parle. Puis de sortir un peu des statistiques, mais de parler du vécu, de parler de l'histoire, de parler des impacts que les survivantes vivent. Bien, c'est ça. Puis de donner un espace pour les témoignages aussi, je trouve que c'est important. C'est toutes ces opportunités-là, puis ces circonstances-là sur lesquelles il faut qu'on... Suzanne, c'est quoi ton sentiment par rapport à ce mois-là, qui est important pour toutes les deux? Dépendamment vous avez différents organismes, mais vous êtes quand même dans la même mission. Oui, on est dans la même mission. Et ce mois-là, il est important parce qu'en même temps, on parle des survivantes, mais il y a tout l'entourage aussi à sensibiliser. Parce que souvent, l'entourage sont les premiers, parfois répondants d'une certaine façon, dans le sens que quand les femmes dévoilent, elles vont vouloir aller à l'entourage. Donc, quand l'entourage n'est pas capable de bien soutenir, ça vient fermer la porte et souvent pour longtemps pour ces survivantes-là. Et en même temps, ça permet le fait avec le comité réseau aussi, où on est un regroupement d'intervenants qui travaillons contre la violence faite aux femmes. Tous ces organismes-là aussi permettent d'ouvrir le sujet, comme tu disais, Gabrielle, mais aussi de parler des ressources disponibles et en même temps défaire les mythes et comment on peut aborder par la communication ces croyances-là, puis enlever la lourdeur de la responsabilité que les victimes souvent prennent parce qu'elles elles ont subi de l'agression sexuelle. C'est fou comment ça peut, comment je vais dire ça, ça continue en fait, même en 2024, d'avoir ces stigmas-là, d'avoir la peur même d'en parler, malgré tout le travail que vous faites. Mais je me dis, c'est propre à la personne et à son vécu. Tant qu'elle n'est pas prête à en parler, on ne peut pas la forcer, la brusquer. Mais même avant de parler des survivantes, j'ai envie de te demander à toi, Gabrielle, c'est quoi les actions préventives que vous faites au CALAC pour informer, pour sensibiliser, surtout dans nos universités et collèges? Oui, collèges, universités, entre autres, de faire des ateliers dans la communauté, de faire des présentations, de se rendre disponible pour offrir de la formation aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait, puis qu'on développe de plus en plus, là, je te dirais. Ouais. Mais aussi, oui, nous, aller dans les institutions et sensibiliser, mais aussi que les institutions se responsabilisent eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Puis j'ai envie de dire... On une bombe. Ouais. J'aime ça. Parce qu'on est des petites équipes. C'est les ça. ressources sont limitées et on ne peut pas y arriver seul. C'est impossible. Par contre, on peut travailler ensemble, on peut collaborer, mais il faut qu'on ait des institutions, des organismes qui soient responsables. Ouais, qui s'engagent concrètement, puis il faut le dire, ça implique des ressources financières, ça implique des ressources humaines. Donc, il faut vraiment que les institutions, les groupes, partout dans la communauté, qu'on se responsabilise, puis qu'on croit que cet enjeu-là, il est hyper important, puis il faut mettre des ressources, des énergies pour vraiment provoquer des changements. Je vais te garder sur ce point-là, parce que je pense que c'est important. Quand tu parles d'engagement de ces organismes-là, dans le meilleur des mondes, pour toi, ça ressemblerait à quoi, cette collaboration avec ces organismes? Tolérance zéro pour toute forme de violence, toute forme d'oppression, à tous les niveaux. Oui, puis soutien aux personnes qui sont des employés ou qui vivent du harcèlement, soutien émotionnel et au niveau des organisations, comment aussi prendre des mesures pour que, par exemple, le harcèlement ne soit pas accepté en milieu de travail. Ouais. Il y a encore beaucoup de positions non fondées où quand les gens dévoilent, même dans le milieu de travail, que c'est pas considéré. C'est banalisé. C'est banalisé ou même vu comme des conflits de personnalité, alors que ça va bien au-delà de ça. Là. Je pense que c'est un autre... Oui, très bien dit, parce que c'est un autre point sur lequel je pense que les organisations, les entreprises doivent beaucoup travailler. Ce que c'est que le harcèlement. Parce que de la même manière, moi, je le ressens, ça ne sera pas de la même manière que l'autre va le ressentir. Donc, c'est pas
pas bien de banaliser quand quelqu'un vient se confier. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un contact physique qu'il n'y a pas d'impact. J'écoutais Aline tantôt, justement, vous avez parlé de cyberviolence, à quel point les femmes sont ciblées par cette violence-là. On a fait un événement il y a quelques mois sur ce sujet-là. J'y pensais quand elle parlait de ça. Ouais. Donc, le nombre de témoignages puis d'histoires qu'on entend, que les femmes sont carrément ciblées parce qu'elles sont femmes. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, Gabrielle, pour te demander le nom du documentaire qu'on avait regardé? Oui, Je vous salue, salope. Oui, c'est ça. La misogynie à l'ère du numérique. Oui, un documentaire très percutant qui vaut la peine. Puis ça peut être une autre piste, ça, pour le mois de prévention des agressions sexuelles. Regardez des documentaires, écouter des podcasts, consommer des ressources féministes qui sensibilisent à la violence faite aux femmes, qui sensibilisent aux agressions à caractère sexuel. Et j'ose même dire antiraciste, anti-transphobie, anti-homophobie, toutes les formes d'oppression et de discrimination qui ont des liens avec toutes les questions des agressions à caractère sexuel. Puis si vous me permettez, ce que je voulais, Gabrielle, ajouter, c'est que aussi, tout comme les ateliers ou même les groupes de soutien sont aussi des bons formats aussi pour permettre aux gens de vraiment regarder qu'est-ce que j'ai vécu au niveau de l'agression sexuelle et comment aussi les rendre plus dans leur pouvoir personnel, reprendre confiance en elles et pouvoir aussi interpeller quand il y a quelque chose qui est inacceptable au niveau de l'agression sexuelle, commentaires, prise de position, qu'on ait les forces aussi d'être capable de revendiquer ça. Ta limite, là, tu viens de la dépasser. Suzanne, je veux rester avec toi parce que tu as mentionné quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'entourage, le rôle de l'entourage par rapport à ce que la survivante a vécu. Selon toi, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à l'entourage d'une personne survivante d'agression sexuelle? C'est quoi les meilleurs outils qu'on peut partager avec ces gens-là? La première chose, c'est de croire la personne. Souvent, on va douter parce que parfois, les contextes dans lesquels ça se passe, ça ne fait pas de sens pour les gens. Donc, les gens, ils pensent que c'était, comment je pourrais dire, créé par la personne parce qu'elle voulait avoir de l'attention. Non, jamais, jamais, jamais. Quand une personne décide de parler, c'est de l'accueillir et de lui dire « je te crois ». Aussi, souvent les gens vont croire, si j'ai les détails de l'agression, c'est très pénible pour une survivante d'ouvrir sur l'expérience, le vécu. Et on n'a pas besoin d'avoir les détails pour être capable d'être reçu et d'être écouté. J'espère qu'ils l'entendent. J'en parle, j'ai des frissons en ce moment. Puis je suis touchée aussi de le dire parce que souvent les gens vont attendre les faits pour donner et valider la survivante. Pas besoin de ça. C'est comme si elle prend le temps de le dire, c'est parce que c'était vrai. C'est vrai, c'est donc cru. L'autre chose, c'est que chaque personne regarde ses propres croyances, ses propres mythes aussi. Quand on me dit, par exemple, une femme qui est allée prendre un verre, bien, si tu n'avais pas pris le verre, si tu avais regardé ton verre tout le temps, ça ne serait pas arrivé. Bien, voyons donc, puis-je avoir confiance quand je suis dans un contexte social, de pouvoir me déposer, puis de ne pas avoir tout le temps à être dans l'hypervigilance ou être sur la défensive au cas que quelque chose m'arrive. Je ne profite pas de ma soirée dans ce temps-là. C'est tellement vrai. Il y a eu un léger buzz avec une personne qui a une position de leadership sur les réseaux sociaux dernièrement qui a osé dire, j'ai pas regardé toute la vidéo, mais juste la capsule que j'ai écoutée, j'ai trouvé ça un peu fort. Il disait, si les filles se font abuser, souvent c'est à cause de leur tenue. Je dis, on est en 2024 là. Il y a des personnes qui pensent encore comme ça. Et c'est complètement. Et même la réponse, des fois, sociale, que ce soit parfois nos élus ou même nos policiers, quand une femme a aussi une fragilité au niveau de sa santé mentale. OK, donc on a tendance à dire, bien, elle a peut-être créé dans sa tête, c'est pas vraiment comme ça s'est passé, elle en met beaucoup plus de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce sont du vécu là, que j'amène aujourd'hui.
par rapport à ce que les femmes vivent quand elles tentent de dévoiler à leur entourage. Donc, la première chose... Et c'est important de respecter le rythme d'ouverture de la personne. C'est vrai, c'est vrai. Et d'y aller avec aussi compassion. Parce qu'une fois qu'une femme a été agressée, les répercussions sont peut-être pas tout de suite parce qu'elle est en choc. Parfois, ça prend un peu de temps avant que les réactions émergent. Et là, on dit, ben écoute, c'est passé. Donc, écoute, reviens-en. Ça, c'est la phrase. Passe à autre chose. Passe à autre chose. En tout cas, vous avez une belle activité qui arrive le 23 mai. Je pense qu'on a l'affiche qui va être mise à l'écran bientôt. Oui. Il s'agit de quoi? Donc, il reste encore une semaine pour s'inscrire. C'est dans le cadre de la semaine des victimes et survivantes d'actes criminels. Ça fait quelques années qu'on fait ça. On organise des formations parce que pour nous, on veut que la communauté se sente interpellée et ait des opportunités d'aller chercher des formations en français. Et à chaque année, on cible un enjeu. Cette année, on se concentre sur les survivantes de violences, d'agressions sexuelles de la communauté LGBTQI+. On a vraiment des conférencières exceptionnelles. C'est une belle opportunité de réseautage aussi. C'est des journées très, très appréciées par la communauté. Il reste encore du temps pour s'inscrire, donc on vous invite fortement à... Et ça va se faire à la Maison de la Francophonie. Maison de la Francophonie d'Ottawa. Beaucoup de partages, témoignages, opportunités de travailler en sous-groupe. Là. Tu sais, c'est très pratique, c'est très axé sur des situations, puis vraiment acquérir des outils puis des compétences supplémentaires. Merci beaucoup à toutes les deux. Je sais que ce que vous avez partagé a forcément touché quelqu'un. Et moi, j'aimerais demander à Gabrielle, c'est où est-ce qu'on prend les billets pour s'inscrire à cet événement-là? Donc, sur notre page Facebook, sur notre site Internet, www.calax.ca, dans la section des événements. Tous les liens sont là. Sur Facebook, c'est aussi très facile à trouver au-dessus de notre page. Donc, de ne pas hésiter à aller chercher ces billets par Internet. Merci encore à toutes les deux. Et messieurs, madame à la maison, regardez bien le visage de Suzanne, là, parce que je pense qu'on va se revoir très, très bientôt pour parler du beau travail du service familial et counseling d'Ottawa, parce que je sais qu'on a beaucoup à apprendre à notre communauté francophone. Merci encore à toutes les deux. Et pour vous autres à la maison, n'oubliez pas de vous inscrire pour l'activité qui arrive ce 23 mai. Les informations sont sur le www.calax.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je vous embarque dans le monde du cinéma. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on va parler maintenant du court-métrage intitulé Caduc qui a remporté dernièrement le premier prix du Festival de la jeunesse d'Ottawa. Et avec moi, une actrice qui a joué dans ce court-métrage, la Marie-Lie-Anne Roy. Et OK, on va commencer par la fin avant de repartir au début. Quand vous avez entendu le nom du court-métrage qui gagnait le premier prix, comment vous vous êtes senti? C'était excitant. Je veux dire, c'était notre premier court-métrage qu'on a fait. En plus? Oh my God! Oui, notre premier festival qu'on rentrait dedans aussi. Fait qu'on était super excités, puis ça nous a donné un petit coup de confiance aussi. Vous êtes rentrés à bloc, là? Oui. Gonflés à bloc, parce que premier festival, premier court-métrage, premier prix. Oui. Des trois, du coup. Yes. Il faut vraiment le faire. Parlons de ta carrière. Comment toi, tu as embrassé le monde du cinéma? Comment c'est venu? Depuis toute petite, j'ai toujours aimé comme le théâtre. C'est ça. Fait que, au secondaire, je faisais du théâtre beaucoup, puis j'adorais ça. Puis l'année passée, comme j'étais au collège à la Cité en programme de production télévisuelle, je me suis rendu compte que la technique, c'était pas trop pour moi. Fait que j'étais plus... je mettais mon nom pour être en avant de la caméra. Puis c'était juste naturel pour moi. Donc, il n'y a pas eu vraiment de cours que tu as eu à prendre pour pratiquer dans le cinéma? Pas vraiment. C'est ça, j'ai eu des petites formations en théâtre, par exemple. Oui. J'ai suivi aussi un cours en multimédia quand j'étais plus jeune. Fait que c'est sûr que ça l'aide, mais tu peux vraiment commencer quand tu veux. Tu peux vraiment commencer quand tu veux, mais ça prend beaucoup de courage aussi. Explique-nous, toi, ton expérience. Peut-être que tu as des anecdotes parce que tu souris, je sais pas. Est-ce que... Oui, ça prend du courage, mais c'est quoi, toi, tes tips?
selon toi? Tips and astuces, ne pas penser que tu es devant la caméra. Première chose. Première chose, sinon ça va pas être très crédible. Sinon, autre chose que je pourrais vous dire, ça serait de pas de te mettre vraiment dans la peau du personnage puis de vivre les émotions du personnage. C'est ça que je trouve souvent difficile avec les acteurs et actrices. Là, comment on se prépare? Parce qu'on devient une autre personne. T'es plus Marie-Lee, là. T'es le personnage. Donc, il faudrait que tu t'imprègnes de la personnalité du personnage et tout ça. Ça te prend combien de temps? Moi, sincèrement, c'est comme on the spot parce que sinon, je suis trop nerveuse, je suis anxieuse au bout au début. Fait que j'entends action, puis je suis comme, OK, là, c'est là, c'est là. Puis c'est ça, j'utilise beaucoup aussi d'expériences que j'ai eues. Pour avoir un contact ou un rapport avec le personnage? Ouais, ouais, c'est ça. Bon Dieu. Alors, Caduc, ça vous a pris combien de temps pour faire le tournage? Ouais. Tes sourires me font tellement rire. Ça en dit long sur le travail qui est en arrière. Oh mon Dieu. Donc, Caduc, c'est un petit court-métrage de 5 minutes environ. On a tourné pendant un bon 10 heures, 10 heures et demie. Pour 5 minutes, mais en même temps, on n'avait pas les conditions très bonnes non plus avant. On n'a pas été capable de faire beaucoup de pré-prod. On savait pas où qu'on allait tourner, dans le sens où on savait pas à quoi ça ressemblait. Et aussi, pendant le tournage, on était juste 3 personnes. Oh. Ouais, donc il y avait moi, actrice, Dominique, réalisateur, et Pascal, preneur de son, éclaireur, caméraman. Fait que c'est ça. Et tous les 3 gradués de la Cité, on voit ça à l'écran en ce moment. Félicitations. Merci, oh my God. Félicitations. Je pense que c'est une petite surprise que tu t'attendais pas. Alors moi, j'ai envie que tu nous partages un peu l'histoire du personnage dans Caduc. Pas ton histoire, mais l'histoire du personnage dans Caduc. Dans le fond, le personnage principal vient de perdre son partenaire de vie. Okay. Donc, elle revient des funérailles et pour la première fois qu'elle est capable de rentrer dans la pièce de son partenaire fait que c'est très émotionnel. On voit plein de... tout le cheminement qu'elle a fait pour grieve un peu la perte. Je ne sais pas si la régie est prête, mais on pourrait regarder un bout de ce court-métrage-là et puis on va revenir juste après la pause. Mais oui. Une émotion, je dirais, assez palpable pour que le jury décide que ce court-métrage-là était le meilleur de tous ceux qui étaient en compétition. Bravo encore. Merci. Puis je suis sûre qu'il y avait un message en arrière de ce court-métrage-là. Oui, bien dans le fond, on a vraiment essayé de rencontrer les caractéristiques pour le festival qui était Departure. Okay. Donc, nous, on a décidé de faire le départ de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Puis, c'est ça, on a fait le grief là, de la personne qui est restée ici. Puis, c'est ça. Alors, c'est quoi le travail avec la production? C'est sûr que vous étiez 3, c'est ça que tu as dit. Comment ça s'est déroulé? Avec 3 personnes? C'était 2 personnes, parce que toi, tu es l'actrice, donc 2 personnes, c'est ça? C'est ça, puis même Dominique, tu sais, souvent, il était là avec moi en train d'acter parce qu'on avait besoin d'un autre acteur pour faire les flashbacks. Oui. Donc, Pascal se retrouvait souvent c'est ça. Puis, pendant le tournage, c'est sûr, c'était difficile. On a beaucoup de...
désolée, on était mis sur le fait accompli dans le sens que on y allait on the go. Il fallait s'ajuster à chaque fois. Là. Puis, tu sais, ça prenait beaucoup de temps aussi entre chaque prise parce qu'il fallait changer la caméra, il fallait trouver le bon angle, il fallait trouver qu'est-ce qu'on filmait. Wow. En tout cas, je te garde avec moi. On va faire la conclusion de l'émission ensemble et nous, on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, je suis toujours avec l'actrice Marie-Lie qui vient nous parler de son prix qu'elle a reçu dernièrement au festival. Laissez-moi lire le nom du festival, Festival de la jeunesse d'Ottawa. Ils ont remporté le premier prix avec leur court-métrage Caduc qui a été tourné en 10 heures pour 5 minutes de vidéo. Et après avoir reçu ce prix-là, j'imagine que ça te donne un petit boost pour te dire « OK, il faut que je fasse quelque chose d'autre ». Est-ce qu'il y a des projets à venir? Oui, on en a quelques-uns. Donc, cet été, on aimerait se tourner 2 courts-métrages encore. Puis, on veut faire notre premier feature movie. L'année prochaine, on voudrait commencer à tourner. Il est en pré-production en ce moment, mais c'est ça. On avance, là. Et puis, c'est des courts-métrages qui, on l'espère, remporteront des prix, hein? Oui. Parce que toujours avec vous, hein? C'est ça, le meilleur avec vous. Oui, on a la barre haute. La barre haute, c'est ça. Écoute, merci beaucoup. Et puis, je souhaite bon succès pour ta carrière d'actrice. Merci. J'espère que tu iras très, très loin avec toute l'équipe d'ailleurs. Et pour vous autres à la maison, je ne sais pas où est-ce qu'on peut regarder Caduc. Est-ce que tu sais? Est-ce que c'est disponible sur un site Internet, sur YouTube? En ce moment, non, parce qu'on est encore dans le moment festival. Okay, donc, après ça va être sur festival. YouTube. Après le festival. C'est quoi le YouTube sur lequel tu penses qu'on pourrait le retrouver? On ne sait pas pour l'instant. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, si j'ai des informations, je vais partager ça avec les téléspectateurs. Mais merci encore d'avoir accepté de parler avec moi. Et pour vous autres à la maison, moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. C'était une émission assez chargée, mais intéressante. J'espère que vous l'avez appréciée. On se revoit vendredi à partir de 11h. Bye bye. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com.